Will Hunting. Le scaphandre et le papier. Adaptation. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire The Mask. Trop vert. Eh ben, je sais pas, alors je sais pas de quel film parler. Moi, je sais. Alors, Piège à Hong Kong ou Knock Off en version originale, ce qui pourrait être littéralement traduit par contrefaçon en français, est un film américain sorti le 4 septembre 1998 aux États-Unis et réalisé par Tsui Hark, réalisateur, producteur, scénariste et acteur occasionnel hongkongais né au Vietnam, diplômé en cinéma de l'université d'Austin au Texas et une des figures majeures de la nouvelle vague hongkongaise, un mouvement qui a eu lieu de la fin des années 70 au milieu des années 80 et qui englobe tout un tas de films de tout un tas de réalisateurs différents, sans véritable point commun, si ce n'est, comme pour la nouvelle vague française et le nouvel Hollywood aux États-Unis, une volonté de dynamiter les codes des cinémas traditionnels de leurs pays respectifs. Noble démarche. D'accord. Bonjour. Et efficace par-dessus le marché puisqu'elle a participé à remettre le cinéma hongkongais sur le devant de la scène, ce qui a donné naissance dans les années 80 et 90 à un nombre incalculable de films qui ont eu un rayonnement international. Je suis sûr que vous en connaissez déjà beaucoup, mais je profite de l'occasion pour vous en recommander 2 ou 3 comme le superbe Chungking Express de Wong Kar-wai, Une balle dans la tête de John Woo, ou encore le dément The Blade de Tsui Hark, le réalisateur qui nous intéresse aujourd'hui, qui a commencé sa carrière de cinéaste en 1979 avec The Butterfly Murders, qui déjà avait pour ambition de tordre le genre du film de sabre hongkongais pour lui donner des aspects de fable sociale fantastique moderne. Depuis, Tsui Hark a réalisé et ou produit plus d'une cinquantaine de films, parfois un peu nazes, souvent très bons, et quelquefois même absolument géniaux. Je vous recommande d'ailleurs volontiers la série des Il était une fois en Chine, le sublime The Lovers en 1994, ou encore l'excellent L'Enfer des Armes en 1980. Bref, je pourrais vous parler des heures de Tsui Hark, de cinéma hongkongais, de tous ces super films qui ont fait mon enfance, mais tout ceci ne constitue en réalité qu'une partie de l'infernal puzzle qu'est le film dont on va parler aujourd'hui. Et pour trouver les pièces manquantes, il faut aller voir vachement plus près de chez nous, en Belgique, pays de naissance de notre ami Jean-Claude Van Damme, pour qui je ne cache plus ma sympathie depuis très longtemps. Au point que je me suis même rendu compte un jour que j'étais content juste en entendant son nom dans des bandes annonces, ce qui arrive super souvent quand on y pense. Jean-Claude Van Damme. 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 Van Damme. Jean-Claude Van Damme. It's Van Damme versus Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, donc, qui au milieu des années 90 a entrepris de faire venir à Hollywood plusieurs réalisateurs hongkongais qu'il admirait, simplement pour pouvoir tourner avec eux. De ces collaborations sont nés 6 films. Chasse à l'homme de John Woo, Risque maximum In Hell et Répliquant de Ringo Lam, Double Team de Tsui Hark avec Dennis Rodman, Mickey Rourke et un tigre, et enfin Piège à Hong Kong, qui est donc le 2e film de Tsui Hark avec Van Damme. Et là vous vous dites, cool, ils ont fait 2 films ensemble, ça veut forcément dire qu'ils sont vachement bien entendus. Presque. Dans le sens pas du tout du mot presque. Puisqu'à l'inverse de John Woo, qui a réussi rapidement à se faire sa place dans le cinéma d'action hollywoodien après ses fresques vandamières, Tsui Hark sortira frustré de son expérience américaine et aura l'impression d'avoir été dépossédé de ses films par les studios, ce qui lui fera rapidement quitter les États-Unis et retourner faire des films à Hong Kong après une petite pause de 2 ans. Il reviendra en 2000 avec l'excellent Time and Tide et continuera sa carrière qui d'ailleurs se poursuit toujours aujourd'hui avec des films comme La bataille de la montagne du tigre. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est donc le film du divorce entre Tsui Hark et Hollywood, l'acte de décès d'une perspective avortée qui aurait pu nous donner à voir un des piliers du cinéma hongkongais amorcer un tournant international dans sa carrière. Un film donc qui pleure sous le signe des rêves brisés sur la tombe de l'espoir, et si tout cela vous rend un peu morose, n'ayez crainte, il y a cette scène. Qui est un remède imparable à toute forme de déprime. Un décès dans la famille ? Un coin de table dans le genou ? Donc Piège à Hong Kong se déroule à Hong Kong évidemment en 1997, quelques jours avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni, après 150 ans de pouvoir dicté par des occidentaux et marquant la fin de l'Empire britannique. Et c'est dans ce contexte trouble et incertain que nous sommes présentés au héros de notre histoire, Marcus Ray, représentant commercial pour la marque de jeans V6, interprété par Jean-Claude Van Damme, qui bosse avec son bon ami Tommy Hendrix, interprété lui par Rob Schneider, acteur à la filmographie existante. Oui. Donc au départ, on suit le quotidien de ces 2 gars-là qui consistent à gérer leur commerce pas très consciencieusement étant donné qu'une partie de leur stock est constituée de produits de contrefaçon et que Marcus a l'air de traîner avec des gens pas super recommandables comme son ami de longue date, Eddie, dont le cousin est un mafieux local. Ding ding. Voilà, ça, c'est le postulat de départ. Petite course de pouce-pouce ? Allez. Ouais, donc il se passe ça, il y a cette course de pouce-pouce, ce qui est... Bon, surprenant, hein, mais surtout illégal et super dangereux parce que personne dans la ville n'a été prévenu, alors que ça a l'air d'être un gros événement quand même, c'est assez ouf. Ok, pardon, pause. Une petite seconde. Est-ce que Rob Schneider vient de fouetter le cul de Jean-Claude Van Damme avec une anguille ? Allez, bouge-la, fais ton cul, allez, saute-toi. Alors je sais que la blague du camoulox a déjà beaucoup été faite, mais il y a Rob Schneider qui fouette le cul de Jean-Claude Van Damme dans une course de pouce-pouce. Mais arrête!
Revenons à la course donc où Marcus se débrouille plutôt bien au départ, mais malheureusement des méchants russes surgissent de nulle part et kidnappent et assassinent Eddie, l'ami de Marcus, qui participait aussi à la course. Donc Van Damme étant Van Damme, il poursuit les méchants russes et les accroche en pouce-pouce, ce qui au final cause perte et fracas dans une épicerie. S'ensuit une bagarre entre Van Damme et les Russes, au terme de laquelle on comprend que ce n'est pas Eddie qui a été tué, mais un sosie qu'Eddie utilisait pour tricher au pouce-pouce. Et en plus de tout ça, ils se font remonter les bretelles par leur supérieur hiérarchique pour avoir livré des jeans contrefaits. Un joyeux bordel donc qui gagne encore en complexité quand on apprend, et attention tenez-vous bien, c'est la révélation la plus chelou du monde, que Rob Schneider est un agent infiltré de la CIA qui bosse pour ce mec-là, joué par Paul Sorvino, qui lui enquête donc sur la mafia russe. Un twist plutôt surprenant qui provoque chez Van Damme une incontrôlable passion pour les avions, et quelques scènes d'action plus tard, il comprend que ces deux problèmes sont liés, puisque le plan des Russes est de cacher des nanobombes dans tout un tas de produits de contrefaçon, dont les jeans qu'il vend, des nanobombes qui font des flammes vertes. Exactement comme cet incroyable briquet Euro 2016, regardez, sans trucage. Et ainsi de faire chanter les superpuissances mondiales en leur demandant 100 millions de dollars tous les mois. Des chiffres complètement aléatoires pour un plan de méchant qui l'est tout autant, mais qui pour aboutir a dû passer par Eddie, le pote de Marcus qui devait se charger de cacher les nanobombes dans les produits de contrefaçon, mais qui, quand il a compris le plan des méchants, a choisi de se débarrasser des bombes, ce qui fait que les Russes veulent se venger. Bon, ça c'est fait. Heureusement, face à cette sombre affaire, la CIA a engagé les meilleurs techniciens qui prennent même le temps de modéliser en 3D les mains qui leur tendent des objets et d'illustrer le plan des méchants par une incroyable animation. Big up aux graphistes qui, en plus, sont obligés de bosser dans le Tiantan Buddha, c'est une grosse statue de Bouddha à Hong Kong qui sert de planque à la CIA. Ils sont 4. C'est-à-dire qu'ils tiennent dans un 50 mètres carrés. Mais ça, c'est typique de la CIA. Ça, c'est toujours on veut droguer des cobayes humains pour tester des nouvelles techniques de manipulation mentale. On veut habiter dans le gros Bouddha. Bref, vous allez voir qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin, le film se lance dans une course déchaînée au retournement de situation qu'il m'est franchement impossible d'expliquer sans illustration. Je vous propose donc de regarder la séquence qui suit en qui que c'est qui est gentil, qui que c'est qui est méchant et qui que c'est qui est mort vision. Donc, d'un côté, on a les gentils, avec Marcus, Tommy, son collègue qui est en fait un agent de la CIA, Harry, un autre agent de la CIA, Karen, leur supérieur hiérarchique dans la boîte de jeans, Eddie qui est mort, et son cousin mafieux Skinny qui pense que Marcus a tué Eddie. T'es un homme mort! Tu as tué Eddie! De l'autre, on a les méchants qui pour l'instant sont tout un tas de Russes. Dit comme ça, c'est super simple. Sauf que Van Damme comprend que Skinny était en fait un méchant qui bosse avec les Russes, donc il le kidnappe et l'emmène à Harry. Mais Van Damme découvre aussi que Karen était présente au moment du meurtre d'Eddie, ce qui selon lui fait d'elle une méchante également. Ensuite, une explosion détruit le gros Bouddha et tue Harry et Skinny. Ils sont donc morts. Cependant, il s'avère que Karen est en réalité un agent infiltré de la CIA, donc une gentille. Puis, elle et Tommy se font kidnapper par les Russes et Marcus va les sauver. On apprend alors que Harry n'est pas mort et qu'il a réussi à survivre à l'explosion. Super nouvelle. Néanmoins, pas si bonne que ça puisque Harry était depuis le début un agent double qui bossait pour les Russes, ce qui fait de lui un méchant. Et je suppose que la façon dont je vous raconte ça vous fait comprendre que ce qui est important c'est que c'est super confus. Mais en fait, ce qui est incroyable dans ce scénario, c'est pas que tout le monde soit quelqu'un qu'il ne semble pas être, mais juste que, de tous les personnages du film, le seul qui ne fait pas partie d'un gang, d'une mafia ou d'une organisation gouvernementale, c'est celui interprété par Jean-Claude Van Damme. Ce qui signifie qu'il est le seul personnage qui, supposément, n'a pas reçu d'entraînement. Alors peut-être a-t-il un passif de super soldat, mais c'est pas précisé dans le film, donc à ce qu'on sache, Jean-Claude Van Damme, dans ce film, joue un vendeur de jeans. Et je suis sûr qu'il y a plein de vendeurs de jeans super badass dans le monde, mais là, il arrive à tenir tête à la mafia russe, à la mafia hongkongaise, à la CIA, même à des marchands de fruits. C'est quand même vraiment étrange dans cet univers où n'importe qui dans la rue peut être un agent double de se dire que ce mec-là est juste un expatrié lambda. Sauf que c'est pas un expatrié lambda. C'est Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, il défonce des gueules à foison. Faut pas le faire chier, Van Damme. Tu l'emmerdes, il t'attaque avec une grue. Il arrive, il tire dessus, il glisse, il saute, il tire, il se fait tracter par des câbles. Tu fais le fanfaron devant Jean-Claude, bim, patate, il jongle avec un flingue, il te fait valdaguer un mec, t'es pas d'accord, tiens, mange. Mais parfois, il ne tire pas. Parce que c'est aussi ça, être un héros. Être un héros, c'est aussi comprendre que le monde n'est pas... Non, je déconne. Il tranche la gorge de ton pote avec ta propre arme, il te décapite, et après il te lance des containers à la gueule que t'as plus. T'as pris tes pilules? Plein. Donc vous vous doutez bien que la conclusion du film va être assez convenue. Van Damme et les gentils s'en sortent, les bombes sont neutralisées, et les méchants sont vaincus, à l'exception d'Harry, le traître. Ce qui va nous emmener à la dernière scène du film, qui est... étrange. Donc juste 2 heures après les événements du film, on voit Harry placer des nanobombes dans des jouets. Au même moment, Marcus et Tommy se retrouvent pour boire un coup dans un bar et font joujou avec un détonateur qu'ils ont trouvé sur place. Et là... À ta place, je laisserai courir. On n'est pas doué en électronique. Wesh! Il y a tellement de problèmes dans cette micro-séquence de quelques secondes, c'est incroyable. Déjà, bon, c'est un détail, mais c'est pas une fenêtre, ça. Ça, c'est un écran. Ensuite, qu'est-ce que ces 2 gars foutent là à se bourrer la gueule 2 heures après avoir tué des dizaines de terroristes russes? Y a pas genre des papiers à remplir? Et puisqu'on en est à parler de conscience professionnelle, quel agent de la CIA se balade bourré avec un détonateur? Bon, sûrement plus que ce qu'on peut imaginer. Oublions ça aussi. Le plus important, c'est... qu'est-ce que c'est que cette réaction?
Je laisserai courir. On n'est pas doué en électronique. Parce que là, c'est pas juste étrange, c'est dérangeant. Déjà parce qu'il faut être complètement con pour pas faire le lien entre le fait qu'ils viennent d'appuyer sur un détonateur et l'explosion, une explosion verte, et surtout parce que, même si ça n'avait rien à voir, il y a quand même une énorme explosion chez le voisin. C'est qu'il faut faire quelque chose, surtout si on est de la CIA. Faut pas juste rester là, à boire des coups devant la télé. Mais il s'arrête pas en plus. Mais vous êtes des gens mauvais, ma parole, mais c'est pas possible. Fermez vos gueules. Ok, stop, on arrête ce calvaire, le film est fini. Vous en avez pensé quoi? Nul. Complètement à chier. C'était dur. Eh ben ça ne m'étonne pas. Parce qu'au cours de mes pérégrinations sur internet, j'ai pu constater que vous n'étiez pas les seuls, puisqu'à la sortie du film, le monde s'était crié d'une voix unanime qu'on était face à une effroyable merde. Et qu'aujourd'hui, il réussit encore la prouesse de totaliser 92% de critiques négatives sur Rotten Tomatoes. Des critiques parfois pleines de charme, à l'image de celle-ci, qui dit que le film aurait mieux fait de s'appeler Jack Off. Et là, j'avoue que je me retrouve dans une situation assez particulière parce que il s'avère que j'aime ce film. Oh, Mais non. tu me dégoûtes. Alors Gilles, va falloir faire soigner ça, hein, et oui, j'aime bien ce film. Donc évidemment, à partir de là, je vais devoir m'inscrire en faux contre les critiques. Mais avant, j'aimerais quand même préciser que je suis assez d'accord avec plusieurs points que soulèvent ces dernières. À savoir que le script est confus, le point de départ de l'intrigue franchement stupide, et que les acteurs sont sur une autre planète. Tous ces points-là sont justes, et j'en suis complètement conscient. Et pourtant, j'aime le film. Pourquoi? Essayons d'abord de le resituer dans son contexte. Comme je le disais au début, Piège à Hong Kong est le second film américain de Tsui Hark, le premier étant Double Team en 1997, déjà avec Van Damme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1997, Tsui Hark avait déjà derrière lui presque 20 ans de carrière à Hong Kong et une trentaine de films réalisés, sans compter ceux qu'il a produits et ou écrits. Bref, c'était une superstar. Mais la superstar d'une industrie sur le déclin, puisqu'au milieu des années 90, le cinéma hongkongais sort de son âge d'or et amorce une longue chute libre. Le nombre de films produits par an descend drastiquement et les spectateurs se dirigent progressivement vers des grosses productions américaines. Si bien qu'au final, entre 1992 et 1999, le chiffre d'affaires de l'industrie passe de 1,2 milliard de dollars hongkongais à 345 millions. La faute à plusieurs facteurs divers et variés, comme la crise économique asiatique de 1997, l'augmentation du prix des tickets ou encore le développement du piratage des films en Asie du Sud-Est. Donc déjà, c'est une époque pas facile. Mais en plus de ça, le contexte politique rend les choses encore plus compliquées, car à l'approche de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, plusieurs stars hongkongaises décident de partir pour les États-Unis. Alors, je sais pas exactement s'il y a un lien direct entre leur départ et la rétrocession, mais les dates collent, et il existait à l'époque une réelle crainte de beaucoup de Hongkongais quant à l'avenir de la future ex-colonie, qui redoutait un régime chinois trop répressif. Bref, que ce soit lié ou pas, on a vu quelques réalisateurs hongkongais partir vers l'Occident. Et selon moi, ces départs sont symptomatiques d'un large processus d'appropriation culturelle qui a vu Hollywood siphonner littéralement le cinéma d'action hongkongais, de ses audaces formelles à ses chorégraphies. C'est pas du tout une critique parce que ça, en vrai, tous les pays le font, et le cinéma hongkongais de cette époque-là, bien évidemment, était inspiré de cinéastes étrangers aussi. Par contre, dès lors qu'il s'agit de faire venir des gens, les choses deviennent compliquées, parce que les films ne sont pas faits de la même manière selon le pays dans lequel on se trouve. Et bien souvent, quand Hollywood fait appel à un réalisateur étranger, ils s'attendent à engager un technicien salarié qui va répondre à une commande, ce qui fait qu'on se retrouve très souvent dans des situations absurdes où s'affrontent deux mantras. D'un côté, les studios qui disent au réalisateur « fais ce qu'on veut que tu fasses en y mettant ta patte », et de l'autre, le réalisateur qui répond « si vous voulez voir ma patte, faut me laisser faire ce que je veux ». Alors parfois, on trouve un point d'équilibre et ça fonctionne, comme pour John Woo qui ne retournera en Chine qu'en 2008 pour les Trois Royaumes. Mais dans le cas de Tsui Hark, la chose est plus délicate, parce que je rappelle qu'il est un très grand nom du cinéma hongkongais avec derrière lui une carrière d'auteur. Et évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise quoi faire. De ces mésententes ressort Double Team, qui est donc un échec critique et commercial retentissant, qui ressemble à n'importe quel autre film d'action à la con de cette époque-là, et où il ne reste de l'esthétique de Tsui Hark que quelques vagues tics de mise en scène au service d'une histoire cliché et d'acteurs à la ramasse, malgré quelques répliques à la poésie certaine. Dis-moi, t'es coiffé par qui? Achille ou Zavata? Le dernier qui s'est foutu de mes cheveux, je lui ai carré la tête dans le cul jusqu'au poumon. Ta vie sexuelle, j'en ai rien à cirer. Bref, le naufrage de Double Team aurait pu suffire à entériner l'incompatibilité des ambitions de Tsui Hark et de la réalité d'Hollywood, mais il s'avère qu'un autre film naîtra de cette alliance contre nature. Alors, est-ce que ça vient d'une initiative personnelle ou est-ce qu'il était simplement tenu par contrat de faire un autre film? J'en sais rien. Mais le fait est qu'il remet le couvert quelques années plus tard. Voilà, ça c'était pour resituer un peu le contexte. Dans cette situation, on aurait pu imaginer que Tsui Hark allait se contenter de proposer un petit film d'action tranquille, sans grandes ambitions dans la lignée de Double Team et mettre tout ça derrière lui. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que ce film m'intéresse autant. Parce qu'au lieu de faire un Double Team bis, il décide de faire deux choses. Premièrement, se venger. Et c'est un truc qu'on ressent très tôt, le film est à charge contre Hollywood. Et pour démontrer ça, il faut que j'arrête d'utiliser son titre français. Donc, en version originale, le film s'appelle Knock-Off, ce qui signifie contrefaçon. Et je vais pouvoir rebondir sur une critique négative que j'ai lue et qui dit que jamais un film n'avait aussi bien porté son nom que Knock-Off. Et ben encore une fois, je suis d'accord avec ça. En fait, ce que je crois comprendre du film, c'est que pour exprimer sa vengeresse fureur, il utilise ce scénario débile de vendeur de jeans explosifs. C'est pas bien, les gens ils veulent pas d'explosifs dans leur jeans. Eh oh, ça dépend qui, mon vieux. Comme une métaphore pour tirer à vue sur le cinéma d'action américain et lui renvoie au visage
dégage le cliché qui consiste à dire que les Hongkongais sont les rois de la contrefaçon. Hong Kong, c'est un peu la contrefaçon ville. C'est vrai, il copie tout, de Benetton à Fila jusqu'au Puma. En pointant du doigt que le cinéma d'action américain est lui-même une contrefaçon qui tente vainement d'imiter ce qui se faisait à Hong Kong. Ce qui fait que le film a une dimension presque parodique et qu'il se moque régulièrement de lui-même en adoptant un ton qui alterne entre le sérieux nanardesque et l'humour burlesque. On peut voir ça aussi dans la façon dont il traite les personnages des expatriés complètement à côté de la plaque. Parce que c'est un salopard et qu'il fait probablement partie d'un ting chinois. Tu veux dire Tong? Ting, c'est une boisson. Qui d'ailleurs, accessoirement, cause d'effroyables dégâts à la ville de Hong Kong. Continue, ça n'a rien à foutre! Avec une nonchalance sociopathique. Mais écoutez, mais c'est pas ça, non, mais les salons de massage de Hong Kong traversent une très mauvaise passe en ce moment, vous voyez? Moi je trouve ça normal d'aider toutes ces étudiantes. Et ça lui permet aussi de se moquer de Van Damme, avec qui ça se serait mal passé sur Double Team, en le mettant dans des situations absurdes et ridicules, et en rappelant que lui, comme les autres, est un faux. Tu es le roi de la contrefaçon. C'est pour ça que le scénario est rempli de retournements de situation sur l'identité des personnages, parce qu'ils sont tous des contrefaçons, comme le film est une contrefaçon. Et ça, c'est une thèse qu'on peut argumenter avec des répliques du film qui prennent un autre sens dès lors qu'on essaie de se souvenir de son titre. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le film, mais je trouve que le plus probant c'est sa dernière réplique et les paroles de la chanson du générique de fin qui suit. La chanson s'appelle It's a Knockoff du groupe Sparks. Un film d'action où on transpire pas, j'appelle pas ça un film d'action, moi. Ouais, on cuit là-dedans. Confess that this is really not my song. I bought it in Hong Kong. It's a knockoff. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un film beaucoup plus énervé et méchant qu'il n'y paraît, et on pourrait même peut-être aller un peu plus loin en se disant que le film traduit aussi de la sorte les craintes et l'incertitude de Hong Kong à la veille de la rétrocession et son ressentiment envers l'Occident. Enfin, on pourrait faire ça si c'était pas un film où Rob Schneider fouette le cul de Jean-Claude Van Damme avec une anguille. Mais le truc c'est que ce que je viens de vous dire là, ça rend pas le film meilleur à mes yeux. C'est pas parce que c'est cynique que j'apprécie le film, parce que quand bien même je salue l'audace de la démarche, c'est pas parce que le film se moque de la bêtise de son intrigue que son intrigue n'en demeure pas moins idiote. En fait, c'est quelque chose d'autre qui me plaît. Alors je vous ai dit qu'un des objectifs de Choi Ark était de se venger, mais pas seulement. Il y a un autre truc. Il s'entraîne. Et pour que ça saute aux yeux, il faut absolument que vous voyez son film d'après, Time and Tide. Déjà, parce que c'est selon moi un excellent film, et là pour le coup je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. On est d'accord. Alors oui, mais en même On temps... est tous d'accord. Mais aussi parce qu'il est très intéressant à regarder après avoir vu Knock Off. Alors, j'adore Time and Tide, c'est un de mes films d'action préférés des années 2000. C'est bien joué, c'est nerveux, découpé, parfois confus, mais c'est surtout particulièrement inventif quand il s'agit de trouver des manières originales de montrer l'action. Je trouve ça génial à regarder. Il y a une idée originale par plan. Regardez-moi ça, putain, c'est complètement fou quoi. Tenez, on va faire un truc. Essayons de comparer une séquence de Double Team avec une séquence de Time and Tide. Voyons d'abord comment Choi Ark filme une explosion dans Double Team. Maintenant, regardons comment il filme une explosion dans Time and Tide. Regardons même une autre explosion dans Time and Tide, pour les gourmands. Au-delà du caractère convenu de la séquence de Double Team, ce que je trouve parlant, c'est que dans cette scène, ce qu'on nous montre, c'est un acteur. Le choix du cadre, le ralenti, sont au service de la représentation du personnage de Mickey Rourke. Parce que Double Team est un film d'action américain réalisé par Choi Ark. Time and Tide, au contraire, est un film de Choi Ark. Donc ce qu'on nous donne à voir dans Time and Tide, en fait, c'est le travail du réalisateur. Ce sont ces idées formelles qui constituent le principal intérêt du film. Et bien, il s'avère que nombre de ces idées viennent directement de Knock Off, que Choi Ark a réussi à tourner à Hong Kong, ce qui lui a permis d'avoir plus de liberté quant à sa façon de filmer, et qu'il a donc pu utiliser ce film pour expérimenter des idées de mise en scène et réfléchir à des manières créatives de filmer l'action. Il y a plein de plans de Time and Tide qui sont des suites logiques de plans de Knock Off. Et du coup, Knock Off peut être considéré comme un brouillon de Time and Tide. Et c'est pour ça que j'aime bien ce film. Parce que le fait qu'il utilise Knock Off comme brouillon, ça fait du film une œuvre riche en termes de mise en scène. Et il s'avère que j'adore ça. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le film est mal écrit, mal joué, confus, et même parfois franchement juste méchant, mais je le trouve jouissif à regarder comme l'étrange objet filmique qu'il est. C'est-à-dire une sorte de parodie expérimentale burlesque de film d'action que je peux pas vraiment recommander à tout le monde, parce que beaucoup, je pense, le trouveront ridicule et vulgaire, mais qui moi me communique un sincère plaisir de cinéphile curieux, captivé par la seule envie de voir avec quel mouvement de caméra improbable on va me retourner le cerveau. Et je sais que je suis absolument minoritaire, donc j'ai pas envie de laisser penser que je suis dans une
une sorte de relativisme absolu où le bon et le mauvais n'existent pas. J'ai pas non plus envie de vous convaincre que mes goûts sont les bons, mais par contre, ce que je pense, c'est que les films qu'on aime nous en disent sur qui on est, et que ma sympathie pour celui-ci traduit en fait une idée simple, qui est que j'arrive tout à fait à passer outre la vacuité de l'histoire qu'on me raconte, si tant est que je suis réjoui par la façon dont on me la montre. Ça, c'est mon opinion sur le truc, qui n'est ni moins ni plus valable qu'une autre, mais accessoirement, même si vous avez trouvé le film pourri, je vous recommande quand même Time and Tide, qui lui déjà ressemble beaucoup plus à ce à quoi on peut s'attendre d'un film de Choi Ark. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce film et je m'éclate à chaque fois que je le regarde. Et je le regarde souvent, regardez, vous voulez voir un truc marrant ? J'ai tellement usé le DVD, le truc il est tranchant comme une putain de lame de rasoir. Donc c'est un bon film? Eh ben oui, moi je trouve que c'est plutôt un bon film. Ça a l'air bien. Je ne l'ai jamais vu. Eh ben monsieur le régisseur moustachu Attends, mais c'est pas toi qui nous l'as filé le truc? Attention, n'aime pas Stess. Où ça? Eh Oh pardon, je suis désolé. Gilles, attrape! On ne bouge plus. Jérémy? Eh ouais, mon pote. Mais pourquoi t'as un Beretta? Longue histoire. Ok. J'ai grandi dans le quartier difficile de Long Beach, en Californie, au sud de l'Oregon. Maman vendait du crack. Papa en achetait. C'est pas pour moi, votre truc. Moi, j'ai ma famille. J'ai mon rap. J'ai le petit qui va rentrer en third grade. Et je lui dis, mais pas ça, mec. Tu vas pas tout foutre en l'air pour des couleurs. Mais vous voulez pas m'écouter. I can feel it. Et bah ça, à la base, c'était pour mon album. Mais bon, tu connais le music business. Et pourtant, c'était sa meilleure gagneuse. Mais peut-être que c'est vraiment ça, être responsable. Pourquoi j'ai un Beretta? Parce que le monde... Waouh! C'était une histoire super, il est parti. Oh merde! Tonight's the night I get in some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't